Très bien, les amis. Bon jeudi à tous. Je vois déjà certains d'entre vous dans le chat demander quand sort le prochain épisode de Becoming Brigitte. Demain. Ne vous inquiétez pas, cela demande juste énormément de recherche. Donc parfois, on doit simplement prendre une journée de pause pour s'assurer que tout est correct. Aussi, pour ceux d'entre nous qui sont obsédés par l'affaire Baldoni, nous avons quelques mises à jour pour vous aujourd'hui. Je vous ai dit dans le dernier épisode à propos de cette affaire que d'autres poursuites allaient arriver. Eh bien, l'une d'elles vient tout juste de tomber contre Blake Lively et c'est aussi pour diffamation. On va en parler. L'équipe de Taylor Swift passe maintenant à l'offensive et c'est vraiment intéressant. Un article vient de sortir il y a environ 1 heure sur TMZ contre Blake Lively dans la presse. Taylor Swift affirme que Blake Lively ment, mais est-ce que Taylor dit la vérité ou est-ce simplement une stratégie pour sauver sa propre peau? Je ne sais pas, les gars. Et ne vous inquiétez pas, pour ceux d'entre vous qui m'ont demandé si j'allais donner mon avis sur l'Amérique qui prendrait soi-disant le contrôle de Gaza, bien sûr que je vais le faire. Bien sûr, je vais donner mon avis là-dessus. Donc, on a beaucoup de choses à aborder aujourd'hui. Allons-y tout de suite. Bon, tout d'abord, je ne veux pas me vanter, mais je n'ai jamais été aussi fière de voir un titre à mon sujet dans les médias, honnêtement. Je crois que je peux raccrocher les gants. Je pense que je vais l'encadrer. Cela vient de In Touch Weekly. Ça dit, Candace Owens dit que Ryan Reynolds devrait être expulsé au Canada à cause du procès intenté par Blake Lively. Oui, j'ai bien dit ça. Allez-moi. Eh bien, devinez quoi? L'équipe de Blake Lively travaille d'arrache-pied. Je vous ai expliqué comment ça fonctionne en coulisses. Vous avez toutes ces équipes de relations publiques qui essaient simplement d'influencer l'opinion publique. Et l'équipe de relations publiques de Blake Lively veut que nous sachions que tout ce qui se passe en ce moment blesse les sentiments de Blake. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de réfléchir au fait que les sentiments de Blake pourraient être blessés dans tout ça. Eh bien, si ce ne sont pas les conséquences de mes propres actes. Regardez ce titre dans le Daily Mail. Des sources proches de Blake Lively affirment que le procès intenté par Justine Baldoni cause à elle et à Ryan Reynolds une grande détresse. Ils sont angoissés que les choses qu'ils ont faites soient révélées au public. Dans cet article, on nous dit que Blake Lively est, je cite, émotionnellement vidée par sa série de procès avec Justin Baldoni, mais elle reste néanmoins confiante qu'elle finira par l'emporter, d'accord? Et les batailles juridiques ont apparemment, je cite, eu un impact émotionnel profond sur l'actrice ainsi que sur son mari, Ryan Reynolds, qui a été cité dans l'une des plaintes. Donc je voulais vous dire ça. Je voulais aussi vous dire que je ne ressens rien. Je ne ressens littéralement rien, tellement de vide. Je n'ai jamais ressenti autant de vide qu'en lisant cet article. Vous savez, quelqu'un m'a demandé récemment pourquoi cette affaire en particulier avait captivé le monde. Et je pense vraiment que c'était juste un acte parfait de mal, presque exécuté en plein jour, presque comme une opération psychologique, non? La presse a été complice. Ils ont failli réussir. Ce type n'aurait rien annulé du tout. Et s'il n'y avait pas eu Steve Sarowitz, le milliardaire, qui a simplement dit « Ok, on part en guerre », réfléchis juste à l'autre côté de ça. Par exemple, qu'est-ce qui serait arrivé à Justine Baldoni? Il aurait été annulé. Et plus je regarde et plus je lis, plus je deviens furieux parce qu'on dirait que ça ne s'arrête jamais. Je n'arrive pas à trouver la limite de leur harcèlement. Chaque fois que je pense avoir recensé tous les cas de leur harcèlement public, on en découvre d'autres, comme quand on a réussi à mettre la main sur 2 autres extraits de Deadpool, en fait, dans lesquels ils se moquaient de Justine Baldoni. En voici un. Elle n'a jamais dit ça. Non, mais je parie qu'elle l'a pensé. C'est tellement méchant. Mon cerveau pouvait goûter tes doigts et ils avaient le goût de la haine. Et où, au nom de Dieu, est le coordinateur d'intimité? Encore une fois, et voici l'une des scènes coupées dont ils ont dit « Bon, celle-là ne sera pas dans le film, mais la voilà. » Je me battrai sur beaucoup de fronts. C'est d'animer un jour un podcast qui monétise le mouvement des femmes. Nous appeler à animer un jour un podcast qui monétise le mouvement des femmes. Donc, dans ce contexte, je me surprends à être étrangement en colère contre Justin parce qu'il est tellement gentil. Sérieusement, je suis retournée regarder ses interviews parce que maintenant qu'on a toute cette chronologie et qu'on sait ce qui se passait en coulisses, ça donne un nouveau contexte à Justine Baldoni lors de la première sur le tapis rouge de It Ends With Us, d'accord? Donc on va le regarder, lui donner une interview pour extra, et je veux que vous gardiez à l'esprit tout ce que nous savons maintenant de ce qui se passait avant ce moment, d'accord?
qu'il a été moqué dans le générique de son propre film, qu'il a été ridiculisé sans relâche, sans fin, dans Deadpool et Wolverine par des acteurs de premier plan qui s'en sont mêlés. Nous savons que les collègues de Justin et les autres acteurs du film ont ensuite tous été invités à la première de Deadpool et Wolverine. Donc ils l'ont vu se faire ridiculiser. Et puis, nous savons que lors de l'after-party, Ryan l'accuse, selon la plainte, d'être un violeur lorsqu'il trouve un cadre de WME ou peu importe qui, et qu'il l'a traité ainsi. Et nous savons que tout au long de tous les événements promotionnels du film, il a été intentionnellement écarté. Nous pourrions vous montrer tellement d'extraits de Blake. À chaque fois qu'on pose une question à Brandon Sklenar, avec qui elle a décidé de faire toutes ses interviews, elle l'interrompt systématiquement. Et c'est comme, parle plus de toi, Brandon. Parle plus d'Atlas. Parle plus de ton personnage. Comme si elle ne voulait même pas que les gens pensent à Justin Baldoni. Pas du tout. Elle voulait en quelque sorte l'écarter complètement de son propre film. Gardez aussi à l'esprit que lors de cette avant-première, le même jour, Ryan Reynolds a sorti sa promo pour It Ends With Us, dans laquelle apparaissaient sa mère, Hugh Jackman, Brennan Sklenar, tous en train de se moquer de lui dans un sketch. Donc le clip que vous allez voir maintenant montre l'arrivée de Justin Baldoni. Très tôt, parce qu'une des personnes de l'équipe est sortie et a dit « Vous savez, c'était étrange, car d'habitude, lors de ce genre d'événement, les acteurs du film sont les derniers à arriver sur le tapis rouge. Et nous avons effectivement remarqué que c'était bizarre qu'il soit le premier à arriver très tôt, des heures avant ce à quoi nous nous attendions. » Voici donc Justin qui arrive des heures à l'avance avec sa famille, après avoir été informé seulement quelques jours auparavant que lui et sa famille allaient en fait descendre au sous-sol avec les boissons pour regarder ce film. Sinon, Blake et Ryan allaient organiser un boycott. Donc tout cela est en train de se passer. Et maintenant, regardons-le rétrospectivement lors d'une interview. Écoutez bien. Félicitations. Nous le faisons. Tout d'abord, la broche, tout est parfait. Je ne peux plus rien revendiquer de tout cela. J'ai été habillé par des femmes formidables. Oh mon Dieu, et tu es superbe. Je vais te rapprocher un peu parce que je commence à m'accrocher. D'accord. C'est grâce à toi que tout cela a pu se faire. Je veux dire, ce n'était pas une mince affaire. C'est un livre adoré du début jusqu'à maintenant. À la fin, qu'est-ce que ça fait de réaliser tout ça? Je suis un peu sans voix. C'est très surréaliste comme sensation. J'aurais probablement dû me ressaisir avant de monter sur le tapis. J'ai tout absorbé d'un coup. Je suis simplement reconnaissant. Je suis reconnaissant envers Colleen de m'avoir fait confiance, d'avoir écrit un livre aussi magnifique. Je suis reconnaissant envers sa mère d'avoir permis que cela se fasse, car c'était vraiment en l'honneur de sa maman. Et je suis reconnaissant envers Blake d'être une interprète hors pair et une collaboratrice incroyable. Et envers toutes les personnes, toute l'équipe technique. J'avais juste ma femme. Rien de tout cela n'aurait été possible sans ma femme, qui a accompli ce travail invisible de s'occuper des enfants pendant que je pouvais faire ce film. Un travail qui n'est pas célébré à sa juste valeur. Je ne sais pas, je suis un peu sans voix et je suis juste impatient que le film sorte dans le monde. Oui, je veux dire, il faut tout un village, comme tu l'as dit. C'est aussi une affaire de famille pour toi. J'ai vu ton père ici. Mon père et ma mère sont là, ma tante, mon oncle. Tous vont au sous-sol. Mon oncle qui ne vient jamais à rien. Il n'est même jamais venu à New York. Ma cousine qui vient de perdre son mari. Et c'est une affaire de famille. Et mes meilleurs amis sont là. Et tu sais, je pense que pour nous tous, il a vraiment fallu tout un village pour faire ce film. Et je me sens aimée, soutenue et reconnaissante. Mais c'est incroyablement exaspérant et frustrant. Et aussi, d'une certaine manière, étrange, tu respectes ça. C'est la personne que j'aimerais être. Je veux être cette personne qui, dans des moments d'extrême cruauté, trouve de la gratitude, trouve des éléments de gratitude. Mais je ne suis pas capable d'être comme ça au 3e trimestre de la grossesse. Oui, donc je suis juste enragée pour lui. Et je n'arrive tout simplement pas à y croire. Et il y a une force là-dedans. Les gens ont raison de dire qu'il y a une force dans la retenue. Il y a un pouvoir à être reconnaissant dans ces moments-là. Donc, je lui rends hommage, mais je suis aussi... nous sommes en colère et il y a quelque chose dans cette affaire. Et je pense qu'il y a un aspect de tout cela qui fait que beaucoup de gens se sentent en insécurité. Oui, je pense que c'est la véritable raison quand on en parle, c'est qu'imaginer que cela puisse arriver, que cela soit permis dans la société, et savoir que ce genre de collusion peut se produire en coulisses. Et pourtant, on nous aurait donné une version des faits qui aurait discrédité la victime plutôt que l'agresseur. Cela ne nous donne confiance en personne. Oui, on a l'impression qu'on ne peut pas faire confiance, qu'on n'est pas en sécurité avec la version des faits qui nous est présentée à propos de n'importe qui à Hollywood. Et je pense que ça nous touche vraiment, d'accord? Donc, je veux vous donner quelques mises à jour. Taylor Swift contre-attaque maintenant avec force. Oui, c'est le cas. Son équipe ne retient aucun coup depuis 12 heures. Ils ont publié quelques articles.
Je vous ai tout dit à ce sujet et nous le constatons. Ce n'est qu'une série de jeux de relations publiques. Et il y a un article qui vient d'être publié sur TMZ il y a environ 1h30 et ils indiquent clairement qu'elle ne veut rien avoir à faire avec cette affaire. Et non seulement elle ne veut rien avoir à faire avec cette affaire, mais elle dénonce Blake Lively pour avoir menti. Ok, alors je vais lire directement cet article. Il est écrit « Une source bien informée proche de Taylor a déclaré à TMZ que Taylor s'est rendue à l'appartement de Blake à l'heure que Blake lui avait indiqué, sans savoir que d'autres personnes seraient présentes. » En d'autres termes, Taylor n'avait aucune idée qu'une réunion avait lieu avec Justin. La source ajoute que Justin était sur le point de partir après une réunion de 2 heures lorsque Taylor est arrivée et qu'elle lui a été présentée pour la première et unique fois. On nous dit que tout ce que Taylor a dit à Justin, c'est à quel point elle était excitée de voir le film. Parce qu'il était le patron de son ami. Notre source affirme que Taylor pense que Blake a programmé sa rencontre avec Justin de façon à ce que Taylor arrive avant qu'il ne parte et elle ne comprend pas pourquoi Blake l'a ensuite qualifié de, je cite, « dragon ». La source ajoute que c'est étrange de dire ça à propos d'une amie. Et il y a encore plus. La source affirme que Taylor découvrait aussi que Blake utilisait son nom de manière inappropriée depuis longtemps, comme lorsqu'elle a dit à une jeune actrice que Taylor l'avait choisie, ce qui tout simplement n'est jamais arrivé. Oh, attends une seconde. Qu'est-ce que tu veux dire par « ce n'est pas arrivé » D'accord, il y a beaucoup à dire là-dessus. Évidemment, ce à quoi elle fait référence ici, c'est ce qu'on nous a dit sur le tapis rouge par Isabella Ferreira elle-même, qui est un peu devenue l'animal de compagnie de Blake Lively. Du moins, c'est ce que Justin affirme, à savoir que Blake l'a essentiellement monté contre lui et l'a gâté. Et peut-être que le point d'entrée était « Je veux que tu saches que ma très puissante amie Taylor Swift t'a personnellement choisi. » D'accord. Et Lily l'a cru, c'est pourquoi elle a dit cela sur le tapis rouge. J'ai entendu dire que Taylor aurait eu une certaine influence pour que ça arrive. Oui. Elle l'a fait, oui, je sais. Je ne sais même pas si je devrais le dire, mais je le dis. Oui, elle a joué un rôle important dans le processus d'audition, ce que j'ai découvert plus tard après avoir eu le rôle, et ça a bouleversé ma vie. Oui, je n'ai pas de mots. D'accord, donc c'est intéressant qu'elle dise qu'elle a été une partie utile du processus, ce que j'ai découvert plus tard. Ce qui signifie que Taylor Swift n'était clairement pas dans la pièce, peut-être lorsqu'elle passait l'audition. Donc il pourrait y avoir une part de vérité là-dedans, et nous l'avons évidemment vu dans les messages textes de Ryan Reynolds. Comme je l'ai dit, dans son tout premier message à Justin Baldoni, il masque un nom qui pourrait très bien être Taylor Swift, ce qui signifie qu'aussitôt qu'il a ouvert la conversation, Ryan Reynolds avec Justin Baldoni dans une discussion d'introduction. Il voulait qu'il sache que Taylor Swift est leur amie. Maintenant, on entend aussi que lorsqu'il est allé chez WMU, cela faisait aussi partie du discours, comme quoi Taylor Swift est la marraine de nos enfants. Est-il possible qu'ils utilisent son nom quand elle n'est pas là et qu'elle n'en soit pas consciente? Bien sûr. Mais laissez-moi vous dire pourquoi je pense que Taylor Swift ment. Voici un élément où je crois qu'elle a tout simplement été prise en flagrant délit de mensonge, d'accord? Donc peut-être qu'elle n'a rien à voir avec le casting d'Isabella Ferreira, mais nous savons que son film, sa chanson a été mise en avant et qu'à un moment donné, pour mettre sa chanson en avant, elle a fait virer quelqu'un. C'est l'accusation qui est portée et elle ne répond curieusement pas à cela au fait qu'elle n'aimait pas Brian Tyler. Je crois qu'ils ont travaillé ensemble sur le Lorax, littéralement sur le film Le Lorax à un moment donné. Peut-être que c'était autre chose. Mais elle a fait virer quelqu'un du film. J'aimerais l'entendre répondre à cela. Et nous savons aussi qu'elle n'est pas honnête à propos de ce qui s'est passé cette nuit-là au Penthouse. Elle dit que c'était du genre « Salut, au revoir, j'adore le film, tu es son patron ». Ce n'est pas vrai. Voici le texte du procès intenté par Justin Baldoni. Et je vais vous expliquer pourquoi on peut instantanément discerner qu'il dit la vérité. En gros, cela commence par Baldoni qui se rend compte que Blake était contrarié par le fait qu'il ne soit pas particulièrement enthousiaste à propos de ces changements. Apparemment piquée par la résistance extrêmement modérée de Baldoni, la candidate Lively n'a pas répondu et est restée silencieuse pendant plusieurs jours. Plus tard, elle a confirmé dans un message texte ci-dessous que la réponse de Baldoni, bien sûr, n'était pas très agréable pour moi ni pour un autre ami méga-célébrité, Ryan Reynolds, de voir ma passion saluée au lieu de ma contribution spécifique. Lively faisait référence à une réunion antérieure où elle avait convoqué Baldoni dans son penthouse à New York, où Baldoni a été accueilli par Ryan Reynolds, d'accord, qui s'est lancé dans des éloges enthousiastes pour la version de la scène de Lively. D'accord, ça se tient. Quelques heures plus tard, alors que la réunion touchait à sa fin, lui et Taylor Swift, qui ici est d'accord, une amie célèbre et notoirement proche de Reynolds et Lively, est entrée dans la pièce et a, de la même manière, commencé à faire l'éloge du scénario de Lively. Baldoni a alors compris que cela signifiait qu'il devait se plier à la direction de Lively pour le scénario. Elle a elle aussi commencé à faire l'éloge du scénario de Lively. Elle n'est pas entrée pour dire bonjour, au revoir, ravie de vous rencontrer.
Elle a fait l'éloge de son scénario. Et le texto qui a suivi cette réunion l'a prouvé parce qu'il dit en gros « Voici ses messages à Blake ». Et je n'avais pas besoin, j'aurais ressenti ça même sans que Ryan et Taylor lui parlent de ces modifications. Tu es vraiment talentueuse à tous les niveaux, je suis vraiment enthousiaste et reconnaissant de faire ça ensemble. Et cela mène au tweet sarcastique où il dit « Peu importe ce qui vient de se passer, je n'avais pas besoin que ça arrive. Je pensais déjà que tu étais très bien. » Et si Taylor n'avait absolument rien dit à lui, alors elle aurait répondu en disant « De quoi tu parles? Elle venait juste d'entrer dans la maison. Ce n'était pas pour te mettre la pression. » À la place, elle répond et dit « Oh, j'ai eu quelques dragons, donc je pense que Taylor ment à ce sujet. » Donc la vraie question c'est « Pourquoi Taylor Swift ment-elle à propos de ce petit échange? » Et la réponse est très simple. Elle ne veut pas être convoquée à une déposition, d'accord? Une déposition légale, ce n'est pas une chanson. Ce n'est pas un album. Tu ne peux pas sortir la version de Taylor des faits. Tu es sous serment et tu seras obligé de dire la vérité. Et Taylor ne peut pas, contrairement à Ben, faire appel à un gourou du marketing pour manipuler les choses afin de la faire paraître innocente si, en réalité, elle était plus impliquée dans ce projet. Et encore une fois, je crois qu'elle l'était, non? Je pense qu'elle a eu plus à voir avec la projection. Je pense qu'à ce moment-là, peut-être qu'elle cherchait quelque chose à faire après sa rupture avec Joe Alwyn. Mais je pense qu'en ce moment, ce qui se passe en coulisses, c'est qu'elle panique parce que Brian Friedman est passé dans le podcast de TMZ mercredi hier. Et lorsqu'on lui a demandé s'ils allaient assigner Taylor à comparaître, il a en gros laissé entendre que rien n'était exclu. Et je veux être claire, cela a le potentiel d'humilier Taylor, d'accord? Elle a soigneusement construit son image de gentille fille, de victime, de personne qui n'est jamais impliquée dans des manigances ou des complots. S'ils disent soudainement « mettez-la à la barre », faites-la témoigner sous serment, et qu'ils vont assigner ses messages à comparaître, cela pourrait révéler une facette de Taylor que le public ne connaît pas, n'est-ce pas? Et donc, elle semble réagir très fortement. Ce n'est pas le seul article que son équipe marketing a publié. Ils ont aussi lancé une autre attaque contre Blake Lively dans le Daily Mail et encore une fois dans TMZ, disant qu'elle conseillait à Blake depuis des années de se calmer, juste de tempérer son attitude. C'est ça. Et dans l'article, il est dit que Taylor Swift admire le fait que Blake Lively soit une fille audacieuse qui dit ce qu'elle pense, qu'elle jure comme un charretier et refuse d'être contrôlée par qui que ce soit. Et c'est en partie la raison pour laquelle elles se sont rapprochées et sont devenues si proches il y a 10 ans. Et elle voyait Taylor comme une sorte de double d'elle-même. Mais la différence, c'est que Taylor est plus subtile. C'est littéralement une citation directe. La principale différence entre elles, c'est que Taylor est plus subtile. Blake a toujours foncé à fond dans tout ce qu'elle fait. C'est une citation étrange. Tu sais pourquoi c'est une citation étrange? Parce que, en gros, ce qu'ils disent, Matt, c'est que Taylor Swift, de façon plus subtile, à travers ses paroles et tout ça, va un peu descendre quelqu'un et amener ses fans à croire à un certain récit. C'est subtil. Mais quand Blake le fait, elle y va à fond. Est-ce que cela sous-entend que Taylor Swift n'a peut-être pas toujours été une parfaite victime dans chaque situation depuis 1989? Je ne sais pas. Je serais curieux d'entendre ce que ses fans en pensent, parce que pendant des années, je me suis posé cette question. OK, j'ai dit ouvertement qu'il y a un schéma qui s'est installé ici. Tu sais, tu m'avais déjà convaincu au premier, au deuxième, au troisième couple. Tu m'as perdu, tu sais, peut-être au troisième album, à force que j'accepte ce récit selon lequel les gens sont toujours en train de te faire du tort. Et il y a eu des personnes qui ont essayé de s'exprimer, d'ailleurs, et je suis curieux, vraiment curieux, d'entendre les fans de Taylor Swift à ce sujet. Mais comme Calvin Harris, tu sais, le désabonnement massif de Joe Alwyn qui a eu lieu, Katy Perry qui au début disait qu'elle était, comment c'était déjà, le loup déguisé en agneau. John Mayer qui a dit que ce qu'elle avait dit n'était ni correct ni juste et cela a conduit à ce qu'il soit attaqué. Et je veux dire, ce sont juste ceux qui me viennent à l'esprit là tout de suite. Alors, est-ce qu'on pense qu'il y a un schéma là ou est-ce que c'est vraiment une situation où Blake a profité d'elle, profité de sa notoriété? Mon instinct me dit que ça pourrait être les deux. Et je veux aussi dire que c'est la décision la plus intelligente que Brian Friedman pourrait prendre. Brian Friedman, c'est un peu mon animal totem en ce moment, c'est de la faire témoigner à la barre. Et c'est en partie parce que c'est la dernière chose que Blake et Ryan veulent. Exactement. La dernière chose qu'ils veulent, c'est que leur grande amie de la liste A, qu'ils ont utilisée pour gravir les échelons à Hollywood, dont ils ont utilisé le nom pour progresser à Hollywood et pour menacer des gens en coulisses, soit soudainement appelée à la barre et exposée. Ce serait une fin tellement peu glorieuse à leur amitié, et ça leur ferait mal. Voilà ce que j'ai à dire à ce sujet. Je veux aussi vous parler du deuxième procès qui vient de tomber. Mais d'abord, je veux vous rappeler Preborn, car il y a de très bonnes nouvelles pour les personnes concernées, qui sont pro-vie. Le traitement de réversion de la pilule abortive, qui offre aux femmes une seconde chance de choisir, permet de ramener des bébés à la vie. Lorsque vous vous associez au ministère Preborn, vous donnez aux femmes le pouvoir d'inverser la malédiction.
Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que même si Roe v. Wade a été annulé et que l'avortement a été fortement restreint dans de nombreux États, la pilule abortive a supplanté les avortements chirurgicaux, représentant désormais plus de 60% de tous les avortements. Le réseau de cliniques de préborn est prêt à accueillir les femmes dans leurs moments les plus sombres. Elles les accueillent avec l'amour de Dieu et des services gratuits pour les aider à choisir la vie grâce aux échographies et grâce au protocole de réversion de la pilule abortive. Preborn a sauvé la vie de plus de 300 000 bébés. Vous pouvez donc bien commencer cette nouvelle année en soutenant la vie et en faisant un don à Preborn dès aujourd'hui. Une échographie ne coûte que 28 $ et 140 $ permettront de sauver 5 bébés. Pour faire un don, il vous suffit de composer le dièse 250 et de dire le mot-clé « bébé ». Dièse 250, bébé. Ou vous pouvez faire un don en toute sécurité en allant simplement sur preborn.com/Candace. Encore une fois, c'est preborn.com/Candace. D'accord, je vous ai dit que ces procès n'allaient pas s'arrêter. La première vient de tomber, Blake Lively. Elle est de nouveau poursuivie en justice. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de choses concernent le monde des relations publiques. Je vais donc commencer par vous lire ce titre. Le Hollywood Reporter annonce « Blake Lively poursuivi pour diffamation par une agence de gestion de crise dans le cadre du conflit autour de It Ends With Us ». Le procès qui a été intenté confirme en fait ce que je vous ai dit plus tôt, à savoir que j'avais l'information de source sûre. La plainte initiale de Blake, déposée auprès du département des droits civils de Californie, devait être la seule plainte déposée. C'était la pire réponse possible en termes de relations publiques à ce qu'il pensait, à tort, être une attaque médiatique orchestrée contre Blake par Justine Baldoni. Et donc, je vais encore vous montrer cette carte de toutes les agences de relations publiques. Je pense que Leslie Sloan a été terrible. Je veux dire, je ne les connais ni d'Ève ni d'Adam, mais je vous le dis, si j'avais cette agence de relations publiques, je les laisserais tomber. Ils se sont trompés à chaque étape. Et John Swartz-Pierre s'est mêlé à ce drame mesquin. Ils ont tous pris une très mauvaise décision en poussant cette affaire, en partant du principe que tout cela ne pouvait pas arriver. Il doit forcément y avoir une main magique derrière tout ça. Tout le monde nous adore. Tout le monde adore Blake et ses produits capillaires. Et puis, il découvre qu'en réalité, il semble que personne n'ait coordonné tout ça et que peut-être des gens comme moi et Internet avons nos propres opinions. D'accord? Donc, je veux vous expliquer simplement une plainte CRD, pourquoi cette stratégie, ce que la stratégie était censée être. D'accord? L'intention, quand on veut juste déposer une plainte et ne pas engager une action en justice, c'est qu'on peut être un peu vague sur les détails. D'accord? Vous pouvez déformer la vérité, inventer, parce qu'il n'y a personne qui va forcément vérifier les faits d'une manière qui pourrait se retourner contre vous. D'accord? Au cas où vous ne sauriez pas exactement ce que cela signifie, parce que beaucoup de gens se demandent « Qu'est-ce qu'une plainte pour atteinte aux droits civils ?» Je n'en sais même pas vraiment beaucoup à ce sujet. Cela signifie essentiellement que vous vous rendez au département des droits civiques et que vous dites « Mes droits civiques ont été violés sur mon lieu de travail parce que je crois avoir été victime de discrimination, de harcèlement ou de représailles. » Donc, vous déposez une plainte et ensuite vous attendez. Et si le bureau examine votre dossier et décide « D'accord, nous allons approuver cela ». Ils lancent alors une enquête et contactent les personnes concernées. Donc, les personnes que vous avez nommées dans cette affaire, et ensuite, ils vont généralement demander aux parties concernées de se réunir pour une médiation et essayer de résoudre les choses avant d'aggraver la situation s'ils croient vraiment que vos droits civiques ont été violés. C'est ce que Blake voulait. Elle voulait pouvoir déposer cette plainte, la porter au New York Times, les pousser à faire tomber Justine Baldoni. Et qui sait, ça aurait peut-être été comme « D'accord, on va régler ça discrètement maintenant ». Donc, en déposant cette plainte, elle a un peu enjolivé les faits et elle a inclus comme défendeur, c'est très important, elle a inclus comme défendeur un homme nommé Jed Wallace. D'accord, donc je vous montre ce dépôt auprès du CRD et vous pouvez voir qu'il est écrit Jed Wallace et sa société qui est Street Relations Incorporated. Il est le propriétaire d'une société de gestion de crise basée au Texas et c'est Street Relations Incorporated. Et donc, ils l'ont inscrit comme un véritable défendeur, ce qui signifie qu'il est coupable de ces faits que nous alléguons comme étant des violations de mes droits civils. Eh bien, je vais simplement vous lire ce qu'elle a réellement dit à son sujet dans la plainte auprès du CRD également, car c'est pertinent pour comprendre pourquoi il la poursuit en justice. Elle a écrit « La campagne de représailles ne s'est pas limitée aux attachés de presse et aux gestionnaires de crise. Ils ont également engagé des sous-traitants, dont un entrepreneur basé au Texas nommé Jed Wallace, qui a mobilisé une armée numérique à travers le pays, de New York à Los Angeles, pour créer, diffuser et promouvoir du contenu qui semblait authentique sur les plateformes de réseaux sociaux et les forums de discussion sur Internet. L'équipe Baldoni-Wayfarer alimentait ensuite des journalistes non avertis avec des éléments de ce contenu fabriqué, faisant ainsi devenir le contenu viral afin d'influencer l'opinion publique et de provoquer un déferlement organique. Donc elle dit que c'est ce type, que c'est lui.
C'était la personne qu'ils ont utilisée et qui a retourné Internet contre moi, ce qui serait énorme. Elle pourrait prouver qu'une campagne de diffamation a été organisée, le New York Times s'en est emparé et ils ont poursuivi dans cette voie. D'accord, ce dépôt. N'oubliez pas le 20 décembre. Puis, mystérieusement, seulement 11 jours plus tard, elle change d'avis. Elle change d'avis quand la pression des pairs monte et que le public n'est pas stupide et se dit « Attends une seconde, ce n'est qu'une plainte du CRD. » Si tout cela t'est vraiment arrivé, dépose ça devant un tribunal. Et là, elle se dit « Ok, maintenant, il faut déposer ça au tribunal pour sauver notre image publique. » 11 jours plus tard, elle les retire mystérieusement de la liste des défendeurs. Alors, que s'est-il passé? C'est la plainte qu'elle a déposée à New York 11 jours plus tard. Et maintenant, tout à coup, on ne voit plus Jed. Ok, c'était une accusation assez grave que tu as faite contre Jed dans la plainte du CRD. Qu'est-ce qui s'est passé en 11 jours? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu dises soudainement « Jed, c'est fini ?» Eh bien, Jed pense qu'il sait ce qui s'est passé. Elle était sur des conneries. Voilà ce qui s'est passé. C'était du coup de com', sans aucun fondement, parce qu'elle n'avait pas l'intention de poursuivre cette plainte. Donc, il la poursuit pour diffamation parce que la plupart des gens, et je m'inclus dans cette majorité, n'ont pas réalisé qu'elle avait soudainement retiré son nom et celui de sa société, et il s'est donc retrouvé traîné dans la boue quand tout a explosé parce que les journalistes sont paresseux. Et ils ont tendance à simplement plagier. Donc, tout le monde continuait à dire que ce type était un défendeur. Tout le monde revenait sans cesse à la plainte du CRD, ce qui compliquait énormément les choses. Et il dit, devine quoi? Ça a nui à mon entreprise. Ça a vraiment nui à mon entreprise. Tu m'as diffamé parce que tu n'as jamais voulu de cette plainte ni faire quoi que ce soit au-delà de cette plainte. Et tu as fait toutes ces allégations en sachant que tu n'avais rien, aucune preuve. C'est pour ça que, quand il a fallu la déposer devant le tribunal, tu m'as retiré de l'affaire. Parce que tu n'avais absolument aucune preuve des allégations que tu as faites. Et dans une salle d'audience, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas simplement écrire des choses floues sur une feuille de papier. On ne peut pas juste dessiner des cœurs et dire peut-être que lui aussi c'est un mauvais gars. Peut-être qu'il est mauvais et qu'elle l'est aussi. Il va falloir apporter des preuves et donc tu m'as retiré de l'affaire. Et maintenant, je te poursuis pour diffamation. Donc oui, si je suis une personne qui regarde ça et que je me demande ce qui s'est passé en 11 jours, ça paraît suspect. Si je fais partie du jury et je devrais être dans le jury pour cette affaire, je ne vois pas comment je ne pourrais pas l'être, mais apparemment, je ne vais probablement pas être sélectionné comme juré pour cette affaire. Je dirais qu'il a un dossier très solide, un dossier vraiment solide contre elle. Donc, nous verrons bien ce qui va se passer avec ça. Maintenant, en réponse à cela, bien sûr, la stratégie de l'équipe de Lively, c'est de continuer à pleurer, de continuer à dire qu'elle est une victime. C'est la pire stratégie qui soit. Encore une fois, c'est pour ça que je laisserai tomber Leslie Sloan. Ils ont dit, je cite, « Un autre jour, un autre État. » Encore un procès à 9 chiffres visant à poursuivre Madame Lively jusqu'à l'oubli pour avoir dénoncé le harcèlement sexuel et les représailles. Ce n'est pas simplement un coup de publicité. C'est une représaille évidente en réponse aux allégations contenues dans une plainte pour harcèlement sexuel et représailles que Madame Lively a déposée auprès du département des droits civils de Californie. Bien que ce procès sera rejeté, nous sommes heureux que M. Wallace soit enfin sorti de l'ombre et que lui aussi devra rendre des comptes devant un tribunal fédéral. Encore une fois, cela suppose que le public soit vraiment stupide. Cela suppose comme s'il se vengeait de moi. Non, tu as omis de le désigner comme défendeur, de l'inscrire comme défendeur dans ton grand procès. Et il y a une raison à cela. Tu l'as nommé sans aucune preuve. Ok, donc je n'y crois pas. Et bien sûr, l'équipe de Wallace a alors répliqué. Il dit, je cite, comme Lively l'a admis plus tard, ou plutôt son avocat le dit, comme Lively l'a admis plus tard, elle ne connaissait aucun fait pour étayer les allégations. Ni Wallace ni Street n'avaient quoi que ce soit à voir avec le harcèlement sexuel présumé, les représailles, le défaut d'enquête ou la complicité dans le harcèlement ou les représailles alléguées. Ils n'avaient rien à voir avec le harcèlement sexuel présumé, les représailles, le défaut d'enquête ou le fait d'avoir aidé et encouragé le harcèlement ou les représailles alléguées. Ils n'auraient pas non plus pu violer un contrat avec Lively car un tel contrat n'existe pas. Donc ça, mes amis, ça commence vraiment à chauffer pour elle. Je veux aussi dire ceci à propos de Ryan Reynolds. J'ai quelques réflexions peut-être un peu étranges. Je pense qu'en secret, maintenant que je connais son personnage, comme son vrai, pas le personnage, le vrai Ryan Reynolds, et comme le narcissique que je pense qu'il est, et la quantité d'abus narcissiques dont il a fait preuve envers Justin Baldoni. Je pense que, alors même que son image publique s'effondre, il pense probablement aussi qu'il n'a rien fait de mal, car les narcissiques sont généralement incapables de voir qu'ils ont pu faire quoi que ce soit de mal. Et il continue. Qui sera la prochaine personne que je pourrais blâmer pour mes propres échecs? Je parie qu'il apprécie quand même tout ça. En ce qui concerne sa relation avec Blake Lively, parce qu'elle est isolée. Et il me donne vraiment l'impression d'être quelqu'un qui dit « C'est toi et moi maintenant, bébé, contre le monde ».
Ils nous font ça à nous. Nous n'avons rien fait de mal. Ils la guident, ils l'entraînent encore plus loin dans le narcissisme. Nous n'avons rien fait de mal. Il doit forcément y avoir eu un complot, une machination. J'ai juste l'impression qu'il va apprécier de l'avoir isolée parce que ça lui permet de la façonner encore plus dans cette idée. Quelle est la victime ultime dans cette histoire? Je pense que c'est lui qui a poussé tout ça depuis le tout début, comme je l'ai déjà dit. Et évidemment, on va en apprendre plus. D'autres choses vont sortir à propos de toute cette situation. Bref, les amis, je vais maintenant vous parler du financement américain. American Financing, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Américains qui ont des soldes élevés sur leur carte de crédit qui leur coûtent 20% ou plus chaque mois. Il est temps maintenant de reprendre le contrôle de vos dettes. Si vous êtes propriétaire et que vous cherchez à organiser vos finances, appelez American Financing dès aujourd'hui. Leurs conseillers en prêts hypothécaires, rémunérés sur salaire, aident les propriétaires à utiliser la valeur nette de leur maison pour éliminer leurs dettes à taux élevés. Ainsi, ils permettent à leurs clients moyens d'économiser $800 par mois. Économiser ce genre de somme chaque mois devrait vraiment faciliter la décision. Il suffit d'un appel téléphonique de 10 minutes, gratuit et sans engagement pour découvrir combien vous pourriez économiser. Et si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez même reporter 2 paiements hypothécaires. Alors appelez American Financing au 807 95 12 10. Et encore une fois, le numéro est le 807 95 12 10, où vous pouvez visiter americanfinancing.net/Owens. C'est americanfinancing.net/Owens. Ok, je voulais vous montrer ce TikTok. Chimedion Whitney Cummings, elle a été récemment critiquée pour être drôle. Parfois, dans une culture très sensible, elle n'a pas le droit d'être drôle. Et elle a publié ceci sur son TikTok à propos de la façon dont la gauche et la droite se rassemblent sur cette affaire Baldoni. Écoutez ça. Je ne l'avais pas vu venir. Je ne pensais pas que Blake Lively et Ryan Reynolds seraient ceux qui uniraient ce pays. Et c'est arrivé. Les personnes les plus progressistes que je connaisse suivent désormais Candace Owens de façon obsessionnelle pour son point de vue journalistique sur la situation. Merci Ryan et Blake d'avoir des personnalités si détestables que nous sommes désormais unis en tant que pays. Aussi, oui, j'ai tellement suivi cette histoire de près que je porte maintenant des bonnets tout le temps. Genre, je suis complètement dans la simulation Lily Bloom. Je ne sais même pas d'où ça vient. Je crois même que ce n'est même pas à moi. Je vais la retrouver et j'apporterai du kombucha pour mon cousin Justine. Et cette garce va être l'événement crossover ultime, la gauche et la droite qui se réunissent. Et j'y ai vraiment réfléchi. Je crois que sous sa publication, elle avait écrit quelque chose comme « En gros, Blake et Ryan sont des patriotes ». Et on peut en rire, mais en fait, oui, ce qu'ils ont fait a vraiment rendu un immense service en réunissant la gauche et la droite. Parce que l'une des choses qu'on remarque maintenant à la suite de tout ça, c'est qu'il n'y a rien de sincère en politique ou dans les médias, n'est-ce pas? Tout n'est qu'insulte. Et au final, tout se résume à savoir qui est le plus puissant. Qui est le plus puissant et le mieux connecté? Assez connecté pour que les insultes, les attaques ad hominem collent. Et c'est ce qu'on apprend du procès de Justin Baldoni, c'est qu'ils ont failli réussir. Ils ont failli faire de lui, dans l'esprit de tous les Américains, un violeur parce qu'ils avaient le pouvoir. Ils avaient plus de dragons. Et c'est cela qui nous a stupéfaits. Et je pense que cela ouvre la conversation sur le fait que nous pourrions peut-être nous regarder différemment et nous dire « Wow, eh bien, peut-être que lorsque les gens m'ont dit que Candace était une noire qui se détestait elle-même, une misogyne intériorisée, une raciste, une sexiste, une chauvine et une antisémite, c'était peut-être simplement quelqu'un de plus puissant qui voulait qu'on dise cela d'elle pour que je la déteste. Non, nous commençons tous à nous voir à travers un prisme différent. Et j'ai trouvé que cela résumait parfaitement la situation, à quel point rien n'est sincère. Donc il y a ce type malaisien vraiment gros sur TikTok, sur X. Je ne sais pas pourquoi Elon Musk le retweet tout le temps. Nous sommes vraiment convaincus que cette personne est d'une certaine manière victime de chantage par un État étranger et qu'il cible simplement des gens pour les salir avec des attaques ad hominem et tu vas mourir. Toute ma couverture que vous avez vue à propos de Justin Baldoni, c'est ce qu'Ian Miles Strong a choisi de tweeter à mon sujet lorsque j'ai expliqué pourquoi tant de gens se sentent concernés par cette histoire. Il a écrit ceci. « Je ne plaisante pas. Cela devrait être évident pour tout le monde que tu attaques simplement Lively et Reynolds parce qu'ils ont fait un don aux victimes du 7 octobre. Tu détestes les Juifs et ton intérêt pour cette affaire n'est rien d'autre qu'une extension de ta haine des Juifs. » Sérieusement, quoi? Mais de quoi parle-t-il, franchement? Juste pour qu'on soit bien clair. Blake Lively et Ryan Reynolds, il s'avère, parce que je n'étais pas au courant, puisque personne ne se souciait de leur don quand nous nous sommes impliqués dans cette affaire, ont fait un don à la fois à Israël et à Gaza. Donc, ils se trompent tout simplement sur les faits. $1 million pour soutenir les enfants en Israël et à Gaza. Donc, peu importait de quel côté on se trouvait.
Deuxièmement, Justin Baldoni est juif ashkénaze. Il est à moitié juif ashkénaze. Steve Sarowitz, je crois, est juif ashkénaze à 100%. Et j'ai défendu eux et leur équipe de relations publiques, leurs juifs. Franchement, je me dis que je devrais carrément gagner. Si on ramène ça à la question raciale, je devrais recevoir un prix en ce moment pour avoir essayé de préserver une entreprise juive contre des non-juifs. Blake Lively a été élevée, je crois, dans la foi baptiste. Et elle n'a manifestement foi en rien d'autre qu'en elle-même en ce moment. Et Ryan Reynolds aussi, dans l'église du narcissisme. Mais il a été élevé dans la même chose que moi. Catholique, croyez-le ou non. Il a grandi au Canada et il est catholique. Donc ça montre simplement que, généralement, cette personne coordonne avec d'autres et aide à faire écrire des articles sur des gens. À quel point c'est insincère, à quel point ces attaques diffamatoires sont insincères. Me traiter d'antisémite parce que je défends Justin Baldoni, c'est peut-être l'interprétation la plus folle de la situation que j'ai jamais vue. Et ça m'a vraiment fait remettre en question ce moment que nous vivons, où nous en prenons tous conscience et des gens me demandaient mon avis. Sur la situation à Gaza, parce que Trump s'est récemment exprimé et je vais vous montrer ce qu'il a dit. Mais en arrivant à ce moment, j'espère qu'à présent, les gens peuvent vraiment réfléchir à tout ce qui m'est arrivé l'année dernière et aux personnes à qui j'ai écrit comme « Oui, j'adore ton contenu. Je suis juste tellement triste d'avoir découvert que tu détestes les Juifs. » Et je me dis « Les gars, ce n'est pas vrai. C'est complètement fou. J'ai vécu à New York, je suis né à New York. On ne peut pas détester les Juifs et vivre à New York. Tu n'auras jamais de bagel, d'accord? Ce n'est tout simplement pas réel. Mais il y a eu cette attaque vicieuse contre moi parce que j'ai dit des choses en soutien aux enfants de Gaza qui étaient impitoyablement assassinés et c'était sous mes yeux et je ne voulais pas me taire juste pour préserver ma réputation médiatique. J'étais prêt à être sali et diffamé pour pouvoir défendre des enfants. Et c'est presque uniquement à cause de Tout ce que j'ai appris sur l'Holocauste à l'école fait que je ne pourrais jamais rester silencieux face à ce que je voyais arriver à ces femmes et à ces enfants. C'est directement à cause des leçons que j'ai retenues et de celles qu'on m'a inculquées à l'école que je ne pouvais pas, mon silence ne pouvait tout simplement pas être acheté sur ce sujet. Bref, un énorme débat en ce moment, évidemment, c'est Trump qui choque vraiment le monde en disant que les États-Unis vont tout simplement prendre le contrôle de la bande de Gaza. Il a donc accueilli le Premier ministre Benjamin Netanyahu d'Israël, ce que je n'aurais jamais fait si j'avais été président des États-Unis à cause de ce qu'il a fait. Et l'ironie d'ailleurs, c'est que tous les Juifs très puissants à Hollywood se sont exprimés contre Benjamin Netanyahu, comme Harry Emanuel, sans doute le juif le plus influent à Hollywood, et ils étaient d'accord avec ce que j'ai dit. Mais j'imagine qu'il avait le droit de le dire. Mais voici ce qu'a dit Trump, et je vais vous dire ce que j'en pense. Écoutez ça. Les Palestiniens auraient-ils le droit de retourner à Gaza s'ils partaient pendant la période de reconstruction? J'espérerais vraiment qu'on puisse faire quelque chose de vraiment bien, de vraiment positif, pour qu'ils n'aient pas envie de revenir. Pourquoi voudraient-ils revenir? Cet endroit a été un enfer. C'était l'un des endroits les plus durs et les plus cruels sur Terre. Et en ce moment, j'ai vu chaque photo sous tous les angles, mieux que si j'y étais. Et personne ne peut vivre là-bas. On ne peut pas y vivre. Donc, si nous pouvons leur construire quelque chose, grâce à d'énormes sommes d'argent fournies par d'autres personnes, des nations très riches, et qu'elles sont prêtes à le faire. Si nous pouvons construire quelque chose pour eux dans l'un des pays, et cela pourrait être la Jordanie ou l'Égypte ou d'autres pays, et vous pourriez créer 4, 5 ou 6 zones. Il ne faut pas forcément que ce soit une seule zone. Mais vous prenez certaines zones et vous construisez des logements de très bonne qualité. Comme une belle ville, un endroit où ils peuvent vivre et non mourir, parce que Gaza, c'est la garantie qu'ils finiront par mourir. La même chose va se reproduire. Cela s'est produit encore et cela va se reproduire aussi sûr que tu es là, Peter. Donc j'espère que nous pourrons faire quelque chose pour qu'ils n'aient pas envie d'y retourner. Qui voudrait y retourner? Ils n'ont connu que la mort et la destruction. Et voici ce qu'il a dit en suivant ce court extrait. La seule raison pour laquelle les Palestiniens veulent retourner à Gaza, c'est qu'ils n'ont pas d'alternative. En ce moment, c'est un site de démolition. C'est juste un site de démolition. Pratiquement tous les bâtiments sont détruits. Ils vivent sous des blocs de béton effondrés, ce qui est très dangereux et très précaire. Ils pourraient à la place occuper tout cela, une belle région avec des maisons et de la sécurité où ils pourraient vivre leur vie en paix et en harmonie au lieu de devoir y retourner et recommencer. Les États-Unis
prendrons le contrôle de la bande de Gaza et nous ferons aussi du bon travail avec cela. Nous en serons propriétaires et responsables du démantèlement de toutes les bombes non explosées et autres armes dangereuses sur le site. Nous aplanirons le terrain et éliminerons les bâtiments détruits. Nous le nivellerons et nous créerons un développement économique qui offrira un nombre illimité d'emplois et de logements pour les habitants de la région. Faire un vrai travail, faire quelque chose de différent. On ne peut tout simplement pas revenir en arrière. Si vous revenez en arrière, cela finira de la même façon que cela s'est passé depuis 100 ans. Voilà pourquoi j'adore cet extrait. J'aime ces deux extraits parce que nous sommes enfin arrivés à la période où, après un an à nous manipuler et à nous dire que cela n'arrivait pas, alors que tout le monde nous salissait dans les médias, évidemment. Les médias, comme nous l'avons appris, dans le cas de Justin Baldoni, c'est juste un endroit où il y a de la prostitution, non? C'est comme pour le plus offrant, non? Et après un an à traiter d'antisémite toute personne qui remarquait qu'un nettoyage ethnique était en train de se produire, on en arrive maintenant au point où justement un nettoyage ethnique va avoir lieu. On va simplement déplacer des millions de personnes. Et maintenant, on va essayer d'ingénier l'opinion publique émotionnellement pour lui faire croire que c'est acceptable en disant « Eh bien, il ne reste plus rien ». Nos bombes ont tout détruit. Pourquoi voudraient-ils y retourner? Il ne reste plus rien. Ce que nous avons enregistré sur bande, Bibi Netanyahou l'a dit avant le 7 octobre. On l'a surpris sur bande en train de dire qu'il fallait rendre la punition si sévère et si dure que les Palestiniens ne voudraient pas revenir parce qu'il n'y aurait plus rien là-bas. Il a dit cela. D'accord, je l'ai montré dans mon émission et je me fichais des balles figuratives qui m'étaient adressées, parce que ces balles étaient figuratives et n'étaient pas réelles. Et ce que j'ai vu concernant les enfants utilisés comme cible d'entraînement à Gaza m'a donné la nausée. Et donc, l'un des autres mensonges favoris à mon sujet dans les médias, c'est que je serais d'accord avec tout ce que Trump dit et fait. Et je ne pourrais pas être plus en désaccord avec cela. Je n'aurais pas pu être plus explicite dans mon absence de soutien envers toute personne, qu'elle soit de gauche ou de droite, qui prétend être bonne et compatissante tout en acceptant ce qui se passe et ce qu'ils disent de vouloir faire. Toutes les déclarations qui sont enregistrées avant même le 7 octobre concernant Trump qui parle de l'immobilier du territoire, disant qu'ils doivent partir, et le véritable Jared Kushner a été enregistré en train de parler de la valeur que pourrait avoir cette propriété. Et donc, pour ceux d'entre nous qui se sont dit « y a-t-il des gens qui ont déjà investi dans cette propriété et qui veulent la voir se développer parce qu'ils vont gagner énormément d'argent ?» Puisque le plan est de déplacer ces personnes de leur terre natale vers un autre endroit. Et on nous a traités de complotistes, de haineux des Juifs et d'antisémites. C'est vraiment un moment de justification. D'accord? C'est un moment de justification et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pas du tout. Et maintenant, ils disent que le Royaume-Uni devrait accueillir ces personnes. Et cela nous remet simplement dans ce cercle. Vous savez, c'est complètement fou. Vous avez des gens au Royaume-Uni et dans d'autres pays qui disent « Je ne reconnais plus mon pays ». Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne reconnais plus mon pays? Pourquoi ce pays devient-il à majorité musulmane? Et ils ne veulent pas faire le lien et dire « Eh bien, vous savez quel pays ne devient pas une population majoritaire. Il semble juste étendre ses frontières tout le temps. Israël. » Et nous continuons à mener leur guerre ou à financer leur guerre. Nous n'avons jamais arrêté de faire ça. Alors qu'ils deviennent de plus en plus ethnocentriques, qu'ils continuent d'acquérir plus de terres, qu'ils maintiennent des règles strictes sur qui est autorisé à s'y installer, nos pays, eux, changent radicalement. Pourquoi voudraient-ils rester chez eux? Parce qu'ils reconnaissent l'endroit où ils sont. Donc, si tu veux construire quelque chose de grand et que tu veux le rendre magnifique, Trump, laisse-les rester là-bas pendant que tu le fais. Je suis sûre qu'ils seraient très heureux de le faire. Et pour ceux d'entre vous qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent même pas à l'imaginer, prenez juste une seconde pour faire une pause et pensez au fait que, depuis 2 ans, ces gens marchent à pied, des enfants qui pleurent, trouvez-le. C'est en ligne. Allez voir par vous-même. Du sang, des enfants qui se font tirer une balle dans la tête. D'accord, ils disent 20 000. On sait que c'est plus maintenant à cause du chiffre qu'ils nous donnent en disant combien de personnes doivent être déplacées. C'est des maths simples. Pour savoir combien de personnes sont mortes là-bas, combien de femmes, la majorité étant des femmes et des enfants, sont mortes dans cette région. Alors imaginez que vous faites des allers-retours. Enfin, c'est terminé. Et maintenant, on vous dit que, eh bien, vous allez être vraiment heureux parce qu'on va vous mettre dans un pays où personne ne parle votre langue, où personne ne vous comprend. Et vous allez juste, je ne sais pas, être au Royaume-Uni, être en Irlande. N'est-ce pas un meilleur plan? Ne serez-vous pas plus heureux là-bas que dans les décombres du lieu de vos ancêtres? N'est-ce pas mieux pour vous? C'est maléfique? Le thème de ce dont nous parlons, ce sont des actes de mal absolu. Ce qui est arrivé aux enfants et aux femmes de Palestine, qui n'avaient rien à voir avec le 7 octobre, est un acte de mal absolu. Et je ne le soutiens pas et ne le soutiendrai pas.
Je me fiche des amitiés qui devront brûler, des invitations que je ne recevrai pas. D'accord. Je ne le soutiendrai pas parce que je suis chrétien et que je ne suis pas quelqu'un que l'on peut manipuler avec de l'argent. Et j'espère que pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux sur ma chaîne, vous reconnaîtrez que c'était la leçon principale à retenir. Tout ce qui a été écrit sur moi l'année dernière, c'est que je ne plierai jamais le genou devant le mal, que ce soit sous une forme plus légère, comme être rejeté par Hollywood et ne jamais avoir d'amis comme Blake Lively et Ryan Reynolds, ou que ce soit sous la forme de ce que je crois être en train de se passer en ce moment. Ce n'est tout simplement pas quelque chose qui est fait pour moi. Et donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Très bien, les amis, il est temps de passer à vos commentaires, n'est-ce pas? Sommes-nous à l'heure des commentaires? Nous en sommes à 44 minutes. Et d'abord, je vais vous parler de 7 Weeks Coffee, parce que beaucoup d'entre vous boivent du café, alors autant boire du café et faire le bien. Et 7 Weeks Coffee vous permet de faire cela. C'est une entreprise américaine pro-vie qui a pour mission de financer le mouvement pro-vie, une tasse de café à la fois. Si vous vous demandez pourquoi il s'appelle 7 Weeks Coffee, c'est parce qu'à 7 semaines, un bébé a la taille d'un grain de café. Et c'est aussi le moment où l'on peut clairement détecter un battement de cœur à l'échographie. Il donne donc 10% de chaque vente pour soutenir les centres d'aide aux femmes enceintes à travers le pays. Et jusqu'à présent, ils ont récolté plus de 750 000 $ pour ces centres. Ils ont donc sauvé des milliers de vies. Et je peux vous dire que le café est excellent, car je suis difficile sur ce que je bois. Il est sans moisissure, sans pesticides, cultivé à l'ombre, peu acide, et issu de l'agriculture biologique. Il coche vraiment toutes les cases. Et en ce moment, si vous vous abonnez à 7 Weeks Coffee, vous recevrez gratuitement un lot de 2 de leurs nouveaux sacs de voyage pour emporter votre café partout où la vie vous mène. Que vous voyagiez, travailliez ou partiez à l'aventure, vous pouvez facilement savourer une tasse de café riche et savoureuse en ajoutant de l'eau chaude et en laissant infuser le sachet à emporter pendant quelques minutes. Alors rendez-vous sur 7weekscoffee.com et économisez 15% à vie lorsque vous vous abonnez. De plus, exclusivement pour mes auditeurs, si vous utilisez le code Candace lors du paiement, vous bénéficierez d'une réduction supplémentaire de 10% sur votre première commande. Cela représente une économie totale de 25% sur votre première commande. 7weekscoffee.com. Utilisez le code Candace aujourd'hui. Très bien. Quelles questions avez-vous pour moi ou des commentaires? KKB écrit « Je suis membre de votre site web et j'attends avec impatience le club de lecture. Je suis tellement excitée à propos du club de lecture, vous tous. C'est grâce à vous que je suis passée de la gauche à la droite conservatrice, après avoir vraiment analysé en profondeur la façon dont je vis ma vie par rapport à ce que je pensais être mes idéaux. Merci pour tout. Je pense que tout le monde évolue un peu et devient plus modéré, ce qui est enthousiasmant. Je pense vraiment que nous commençons à regarder les entités qui nous ont tous poussés à nous détester les uns les autres. Et ce sont eux qui posent un problème et ce sont eux qui sont extrêmes. Et nous nous rendons compte que nous avons beaucoup plus en commun que nous ne le pensons. Evie Nova écrit « Fais une collaboration avec Be Better Guy de TikTok. Les gens m'ont tagué dans sa vidéo. Il a une source interne et fait des reportages incroyables. BNR a supprimé sa vidéo. Intéressant. Apparemment, il a parlé de l'affaire Blake et Ryan sur TikTok. Et je dois me pencher sur la façon dont sa vidéo a été supprimée. Très intéressant. Ethan écrit « Le complexe industriel Taylor Swift doit être étudié et exposé. Je veux entendre ses fans. Envoyez-moi un email à info@canizons.com. Pensez-vous qu'elle est vraiment la victime dans cette histoire ou pensez-vous qu'elle essaye d'en sortir? J'aimerais comprendre vos points de vue à son sujet. » Maria écrit « Les vrais catholiques soutiennent les Palestiniens. La seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord avec Trump. Oui, ce n'est même pas une question de catholique. Les vraies personnes qui suivent la Torah, vous savez, les Juifs qui suivent de la Torah, soutiennent cela et comprennent que nous ne pouvons pas justifier un nettoyage ethnique. Nous ne pouvons tout simplement jamais faire cela dans le monde moderne. Joe écrit « Merci Candace. Toi ou Thomas Massé devenez président des États-Unis. Je pense qu'il s'agit peut-être d'une faute de frappe qui s'est glissée. À la fin des temps, ce sera le bien contre le mal, et le bien inclura principalement des musulmans et des chrétiens unis. Que la paix soit sur ceux qui cherchent la guidance. Je pense aussi que c'est une autre chose. On se retrouve dans toutes ces situations, qu'elles soient culturelles ou politiques, avec des personnes simplement prêtes à s'exprimer contre le mal. C'est vrai. C'est en réalité le bien contre le mal. Je me fiche des étiquettes de gauche ou de droite, peu importe ce que c'est. Sommes-nous prêts à nous unir et à combattre le mal ensemble? Et j'espère que la réponse à cela est oui. Brian Schwartz écrit « Quand Hollywood va-t-il se ressaisir et empêcher ses employés de les couvrir davantage de honte? Il devrait aussi y avoir des zones protégées dans la bande de Gaza si les combats ne cessent pas. Moi, c'est certain. Je pense qu'il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas rester là-bas. Ils sont déjà là depuis 2 ans à faire des allers-retours. Donc oui, on peut construire des choses autour d'eux, c'est possible. C'est ce qui se passe quand on voit des travaux sur la route.
Oui, des choses sont construites autour de toi, et ces bâtiments sont construits du jour au lendemain. Mike Fee écrit ses salutations depuis la Bavière. Bonjour, Mike Fee de Bavière. Et je ne peux pas lire ceci pour une raison quelconque. La police est un peu trop petite. Quoi qu'il en soit, les gars, je veux vous rappeler à tous que le site web de Candace Owens est lancé. Cela nous offre un peu plus de protection pour parler de certains sujets sans avoir à s'inquiéter de la censure sur YouTube, à laquelle nous avons tous été confrontés ces dernières années. Ma série Shot in the Dark pour les mamans et les papas qui ont des enfants. Même si vous adorez les vaccins et souhaitez en donner à vos enfants, je vous promets que vous allez adorer cette série. Ce n'est pas offensant. Cela vous permet simplement de vous sentir un peu plus en confiance pour parler des vaccins avec le médecin, car avec notre premier enfant, nous ne savons vraiment rien. Et nous ressentons une forte pression de la part du pédiatre. Et pour moi, c'est une situation hostile. Vous ne devriez pas avoir l'impression de faire des choix pour vos enfants qui peuvent avoir des conséquences à vie sous la contrainte. Donc la série Shot in the Dark me tient particulièrement à cœur, tout comme l'ensemble du site web de Candace Owens. Vous pouvez rejoindre le club de lecture pour 9,99 $ par mois. Nous allons nous retrouver, discuter de ces concepts fous, de choses qui m'ont complètement bouleversée, de livres que j'ai lus, et je me suis dit, qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc, si vous êtes là et que vous voulez simplement nous faire un don, pour nous permettre de rester indépendants, peu importe ce que nous disons, indépendants. Donc, soit je ferai faillite, soit je resterai indépendante, parce que je ne veux pas ressentir de pression pour dire ou ne pas dire certaines choses. Et je me sens tellement libre en ce moment et tellement heureuse. Mais si vous souhaitez soutenir notre travail indépendant tant qu'il existe encore, vous pouvez faire un don sur Candace. Et d'ailleurs, je sors mon 2e livre demain, alors regardez mes réseaux sociaux. Je ne sais pas, je vais le sortir demain matin. Ça va vraiment être génial. Je suis tellement impatiente que vous découvriez ça parce que ça a été un très long processus pour lancer ce livre et je m'auto-édite, donc je posséderai tout. Je n'ai pas à me plier devant ces éditeurs. Il y a tellement de choses formidables en préparation et j'ai vraiment l'impression que cette année est une année de clarté. Alors j'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi à propos de cette annonce parce que je suis vraiment très excitée. Bref, on reprendra la série Becoming Brigitte demain et je vous retrouve à ce moment-là.